tous et merci Nicolas pour l'invitation. Donc effectivement, moi je travaille à la direction Action régionale d'EDF qui est située à Marseille, qui a pour but de fédérer toutes les activités d'EDF sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a 8000 collaborateurs EDF sur la région, de Marseille à Nice en passant par Gap. Et on a 22 business units. Et moi, je m'occupe sur le sujet de la transition écologique, de monter des projets qui vont répondre aux besoins du territoire et permettre de mettre en valeur nos activités métiers ou nos activités filiales. Et donc, je m'occupe essentiellement de développement de projets d'énergie renouvelable et de tout ce qui est décarbonation des usages, donc décarbonation des mobilités avec la mobilité électrique, mobilité hydrogène, décarbonation des industries, vous en avez sûrement entendu parler, et décarbonation des bâtiments. Et je travaille forcément avec mon correspondant local qui s'occupe de RSE et notre entité RSE qui est située à Paris, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Oui, merci Nicolas. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas forcément les questions, mais Nicolas, tu pourras me les relayer. Moi, je voulais vous raconter d'abord comment on a établi notre stratégie RSE à EDF, parce qu'en fait, il y a eu tout un processus et qui est important à comprendre parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette stratégie RSE, elle est bien comprise par les collaborateurs. En fait, on a d'abord commencé par définir notre stratégie 2030. Ça, toutes les entreprises le font. En 2015, on a défini notre stratégie 2030, stratégie commerciale, stratégie industrielle, stratégie d'innovation, donc quelque chose d'assez classique que vous faites tous. Et qui est plutôt, on va dire, un travail top-down, où voilà, c'est des choses qui sont travaillées par les directions, par le comité exécutif, et on a établi comme ça notre stratégie. Ce qui s'est passé ensuite en 2020, c'est que notre PDG, à l'époque, Jean-Bernard Lévy, a décidé de définir la raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'était une décision très forte. Il a dit le groupe est immense, plus de 150 000 personnes si on prend l'ensemble des salariés dans le monde, avec des activités historiques sur le nucléaire, sur l'hydraulique, sur la vente d'électricité, mais aussi tout un tas d'activités nouvelles sur les énergies renouvelables, sur la mobilité électrique, sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc, il a décidé que nous devions tous ensemble définir la raison d'être de l'entreprise. Et ça s'est fait vraiment en bottom-up. C'est-à-dire que on a fait des mois et des mois d'ateliers pour que tous les salariés puissent s'exprimer sur leur vision de l'entreprise, de ses valeurs, de sa mission, de ce qu'elle devait accomplir. Alors, on n'a pas tous travaillé pendant des mois et des mois, mais pendant des mois et des mois, il y a eu un tour de France qui a été fait pour que chaque salarié puisse s'exprimer en mélangeant les business units. Je vous disais, par exemple, dans la région, on a 22 business units. On ne les a pas fait travailler par business unit, on les a mélangés, ce qui fait que quelqu'un qui vend de l'électricité a échangé avec quelqu'un qui fait de l'ingénierie nucléaire ou encore quelqu'un qui est en train de développer un projet d'innovation sur le thème de la mer. Et tous ces salariés ensemble ont ont travaillé pour élaborer la raison d'être de l'entreprise, qui du coup est le slide d'avant, Nicolas, que je vais vous lire. Alors, comme toute raison d'être, elle a l'air indigeste, mais quand on la lit mot par mot, on la comprend. Donc, la raison d'être d'EDF, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Et dans cette raison d'être, en fait, vous retrouvez l'ensemble de l'entreprise. Vous retrouvez notre valeur fondamentale, qui est que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on travaille à produire une électricité avec le taux carbone le plus bas possible, notamment à travers l'hydraulique, le nucléaire ou les autres renouvelables, qu'on fait en sorte que tous nos projets ne viennent pas impacter négativement les ressources de la planète, et qu'on fait attention forcément à la fois au bien-être de nos salariés, de nos clients, de nos fournisseurs, tout en visant à faire du développement, parce qu'on est quand même une entreprise qui doit faire du commerce, on n'est pas une ONG. Et notre cœur de métier, c'est tout ce qui est basé sur l'électricité et les solutions à partir d'électricité. Donc, dans cette raison d'être, en fait, tous les salariés aujourd'hui se retrouvent, et on le teste régulièrement, puisque dans l'ensemble de notre animation managériale, on s'assure que cette raison d'être, elle répond bien aux attentes de tous les salariés. On l'a votée en Assemblée générale, on l'a intégrée à nos statuts, et elle irrigue aujourd'hui l'ensemble de nos activités. Et à partir de cette raison d'être, tu peux repasser sur le slide d'après, on a défini notre stratégie RSE et nos engagements RSE. Et quand on relit la raison d'être, je vous la redis, construire un avenir énergétique neutre en CO2, du coup, c'est le premier engagement RSE qui est en bleu, qui est de faire en sorte d'avoir des actions engagées vers la neutralité carbone et le climat.
suite de la raison d'être en conciliant préservation de la planète. Ça, c'est notre deuxième engagement RSE, la brique verte, qui est que tous nos projets doivent avoir un impact minimal sur la biodiversité et les ressources de la planète. Ensuite, dans notre raison d'être, on parle de concilier bien-être et développement. Et là, ce sont les briques orange et rouge. Et je le répète, le bien-être de nos salariés, mais aussi le bien-être de nos parties prenantes, c'est-à-dire traiter de façon éthique et responsable nos clients, nos fournisseurs, faire tout un travail sur le droit de vigilance, faire un travail auprès des plus précaires. Et c'est un vrai sujet avec l'hiver qu'on est en train de traverser. Et puis, faire aussi du développement, parce qu'on est là pour faire du développement commercial, du développement dans les territoires. Ça, c'est un grand enjeu d'EDF. On est une boîte avec un siège parisien, mais qui est vraiment ancrée dans les territoires, qui cherche à faire du développement dans les territoires. Et puis, la fin de notre raison d'être, c'est l'électricité et les solutions et services innovants. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc, vous voyez, j'espère que vous l'avoir bien expliqué, à partir de cette raison d'être qu'on a fait définir par les collaborateurs, tout ça, de façon assez fluide, a défini nos 4 engagements RSE. Et donc, aujourd'hui, et je vous le dis, mais vous pouvez interroger des personnes d'EDF que vous connaissez, ces engagements RSE, ils sont du coup bien connus et les salariés se les sont bien appropriés. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on décide de se lancer dans un nouveau projet industriel, dans une nouvelle stratégie commerciale, on prend le filtre de la raison d'être, on s'assure que ça répond bien à ce qui est dit dans notre raison d'être et du coup que ça répond bien aux 4 briques que vous voyez à l'écran. Donc voilà, la façon dont on a défini notre stratégie et nos engagements RSE me semble être une bonne façon pour engager les salariés et pour faire en sorte qu'ils passent à l'action et que ce ne soit pas du coup une stratégie purement théorique. Voilà, ça c'était pour la méthode. Et puis après, quelques illustrations. Qu'est-ce qui se passe en région sud, par exemple, pour animer ces 4 briques de l'engagement RSE? Il y a une première chose qu'on a mis en place qui s'appelle le Human Pact. C'est une plateforme qui permet à tous les salariés de s'engager dans le monde associatif. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas si vous savez, il y a à peu près 25% des salariés qui sont engagés dans le monde associatif. Chez EDF, c'est 43%. Donc, on sent une vraie appétence de nos collaborateurs pour s'engager dans le monde associatif. Et donc, Human Pact, c'est une plateforme qui recense tout ce qu'ils peuvent faire sur le sujet de l'éducation, de l'insertion professionnelle, de l'inclusion sociale, de l'environnement. Deuxième illustration, la semaine de l'engagement solidaire qu'on a réalisée en 2021 et qu'on va refaire en 2023, où en fait on a proposé à nos collaborateurs des actions sur les 4 engagements RSE. Par exemple, sur neutralité carbone et climat, on leur a proposé de participer à des fresques du climat. Sur bien-être et solidarité, on a participé à des actions Téléthon. Sur les ressources de la planète, on a fait des nettoyages de plages, où on a fait un challenge réutilise qui permet quand vous déménagez, par exemple, de ne pas jeter vos bureaux et vos chaises, mais de les réutiliser dans une autre business unit du territoire qui aurait besoin de ces matériels. Et puis, sur les jeunes et l'emploi, on a fait un challenge, un jeune, un mentor, qui vise à mentorer des jeunes qui vivent dans les quartiers pour les aider à avoir une vue plus large de ce que peut être leur possibilité professionnelle. Et puis, dernier sujet, c'est le FAP. C'est un fonds qui a été créé au niveau national et qu'on décline dans les territoires et qui permet aux salariés de mettre une partie de leur intéressement dans ce fonds qui va permettre de mettre en place des actions pour l'emploi. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le but, c'est que les collaborateurs, ils passent à l'action. Notre stratégie RSE, ce n'est pas une stratégie dans le cloud que personne ne connaît, mais c'est une stratégie que les collaborateurs se sont appropriées et que régulièrement, on anime pour qu'ils puissent participer, s'engager et faire en sorte, du coup, que notre engagement durable sur le territoire soit le plus visible possible. Très bien, voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci, c'est très clair effectivement et très parlant et ouais, c'est un point sur lequel on reviendra, le fait d'avoir des actions concrètes derrière. Voilà, effectivement, tu l'as bien dit, ce n'est pas quelque chose qui se balade dans un cloud, c'est quelque chose qui est opérationnel et qui vit au quotidien, ça c'est une très bonne chose. Sur ces différents éléments, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui a été fait de votre point de vue pour justement que chacun puisse se sentir impliqué, accompagné et que toute l'intégralité de l'entreprise puisse être embarquée sur ce travail. Anne-Sophie, d'abord peut-être. Oui, alors il y a une première chose, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ces engagements RSE qui découlent de notre raison d'être ont été construits par les collaborateurs. Et ça
Enfin, du coup, c'est après évident que les collaborateurs se retrouvent dans les items qui sont dans ces engagements RSE. Donc déjà, dès le début, on les a impliqués, on a écouté, on s'est rendu compte aussi que selon les générations, selon les territoires, tout le monde n'avait pas la même vision de ce que pouvaient être ces engagements RSE. Donc, ça a permis aussi de partager et de faire en sorte que ceux qui en savaient un peu plus fassent monter en compétence les autres. Donc, ça, c'était au niveau de la création finalement de notre stratégie RSE. Ensuite, ce qu'on fait pour que ça implique tout le monde, il y a deux choses. La première, c'est le passage à l'action. Donc, je le disais tout à l'heure, on fait en sorte que nos salariés soient constamment dans la mise en œuvre de ces engagements RSE. Je vais vous donner un exemple sur le thème de la sobriété énergétique dont on parle beaucoup cet hiver, comment on fait pour faire des économies d'énergie. On a fait en sorte que les différents collectifs de salariés réfléchissent à ce sujet, puissent faire des propositions qui derrière pouvaient être remontées pour venir alimenter par exemple des actions de nos équipes commerciales qui sont au contact des plus précaires, de nos équipes marketing qui font des visuels communication pour vous inciter à être plus sobre. Donc, on fait en sorte que nos salariés ils passent à l'action et qu'ils soient complètement acteurs de cette politique. Et puis, pour que toutes les strates soient bien irriguées, parce que c'est très bien que le top management soit acteur et que les collaborateurs soient acteurs, mais il faut aussi que toutes les strates managériales le soient. Et ben, on fait en sorte que ces engagements RSE soient bien déclinés dans toutes les décisions qu'on prend. D'un petit projet à la maille d'une unité à un grand projet industriel, on s'assure que ça coche bien les 4 cases et que ça ne met pas en danger nos engagements RSE. Voilà, donc il y a le passage à l'action et il y a le fait que tout le monde finalement s'engage à ce que cette politique RSE soit appliquée. Pas seulement le top management, mais toutes les strates de l'entreprise, ce qui est particulièrement vrai dans un grand groupe, toutes les strates hiérarchiques, mais aussi nos filiales et aussi nos acteurs à l'étranger. Et c'est ça peut-être, j'enchaîne du coup peut-être sur une difficulté, hein, Nicolas, parce que tu m'avais demandé aussi de relever une difficulté, c'est que parfois, on sent que dans certains territoires, ça va un peu plus vite, parce qu'on a parfois une région qui montre aussi une appétence pour ce sujet, ou des collectifs interentreprises qui montrent une appétence pour ce sujet, et des territoires où ça va un peu moins vite. Et donc, une des difficultés pour un grand groupe comme EDF, ça peut être parfois d'avoir une homogénéité finalement dans l'application de toutes ces actions. Ouais, je voulais rajouter un petit point qui est important pour moi, c'est de dire que les politiques RSE, elles évoluent en même temps que l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique qui est figée et qui est terminée. Si je prends par exemple l'exemple de la neutralité carbone, on va se fixer un objectif de diminuer de 10 ou de 15% nos émissions. Quand on l'aura atteint, il faudra se fixer un objectif supérieur. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place et je pense que ça peut peut-être intéresser les personnes qui sont autour du micro aujourd'hui parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut le mettre en place. C'est ce qu'on a appelé un conseil des parties prenantes. En fait, c'est des externes qui viennent jeter un œil à ce qu'on fait, aux engagements RSE qu'on a pris, à la façon dont on les déploie dans l'entreprise et qui donnent leur avis. Alors, c'est des universitaires, on a la présidente, par exemple, de Sybios, qui est un organisme ou une entité qui travaille sur le biomimétisme, des gens qui ne viennent pas du monde de l'énergie, puisque le but, c'est d'avoir des regards externes, et qui vont finalement, au fil de l'eau, au fil de l'application de notre stratégie RSE et de nos engagements, nous apporter un regard critique. Et ça, je pense que c'est utile, et c'est un petit peu aussi le but de ta matinée, hein, de croiser des regards, de faire en sorte que les gens échangent, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en œuvre toutes simples, et de savoir que l'entreprise d'à côté l'a fait, ça peut nous aider. Et puis, il y a des choses beaucoup plus ambitieuses sur lesquelles c'est assez bien aussi d'être accompagné par d'autres entrepreneurs ou par des personnes externes qui t'apportent leur point de vue. Donc voilà, le message, c'est de dire la stratégie RSE, elle est évolutive et le fait de croiser les regards et d'aller chercher à l'externe de l'entreprise des gens qui vont pouvoir critiquer, non pas de façon négative, hein, mais apporter une critique sur ce qu'on fait, je pense que ça permet aussi d'aller plus vite et de se sentir moins seul. Ouais, un petit ajout sur le leader dont tu parlais tout à l'heure, la courageux, éthique, et je ne me souviens plus le troisième. Moi, j'aurais ajouté aussi exemplaire. Dans toutes les strates de l'entreprise, je pense que voilà, il faut que les leaders soient exemplaires et que du coup, ils s'appliquent aussi les contraintes ou les changements qu'ils demandent à l'entreprise. Après, en conclusion, voilà, moi je dis une politique RSE, ça peut faire peur. On a l'impression parfois que c'est que l'apanage des grands groupes, etc.
Mais finalement, c'est beaucoup de bon sens et ça peut aussi être une politique progressive, des petits pas progressifs. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Comme je suis d'accord avec toi, il ne faut pas attendre. Je pense que la réglementation oblige. Et en dernière conclusion, une petite illustration. Dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, les jeunes qu'on veut recruter, nous challengent énormément là-dessus. Sur notre politique d'inclusion des salariés, sur le bien-être des salariés dans l'entreprise, sur la façon dont on s'implique dans le territoire, dont on concerte avec les acteurs du territoire, sur notre politique achat responsable. On est beaucoup challengés. Et donc, je pense que c'est le cas aussi des petites et moyennes entreprises qui vont l'être. Donc, c'est un vrai facteur pour attirer les talents de demain que de pouvoir montrer que votre entreprise est engagée dans une vraie stratégie RSE. Qui nous demande bonjour, sur quel référentiel se basent les engagements RSE de EDF? Donc, je pense que c'est pour Anne-Sophie la question. Oui, alors évidemment, on a regardé à la norme ISO 26000. On a aussi fait un travail un peu plus récent sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Vous savez qu'il y a, si je ne me trompe pas, 17 ODD. Et en fait, on a fait un travail pour voir, avec d'autres acteurs du monde de l'électricité, pour voir quels ODD étaient très bien applicables au secteur électrique. On en a trouvé 9 sur les 17. Et donc, notre dernier rapport impact, parce que maintenant on est passé de RSE à impact, notre dernier rapport impact explique comment ces 9 objectifs de développement durable sont déclinés dans nos engagements RSE. Merci à tous. Bonne journée, bon après-midi et bonne semaine. À très bientôt, j'espère. Merci à tous. Merci. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci, au revoir. Au revoir.